Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment est structurée la société française actuelle. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par présenter les différents facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social, la question finalement la plus fondamentale à laquelle il faut répondre avant de traiter de façon plus approfondie ce chapitre. La première notion qu'il convient de définir de façon générale dans le cadre de ce chapitre, c'est évidemment celle de structure sociale. On peut ainsi définir la structure sociale comme l'organisation de la société en différents groupes sociaux, généralement hiérarchisés. À partir de cette définition, on peut facilement comprendre qu'on va considérer qu'un critère structure l'espace social s'il permet de distinguer différents groupes sociaux, en gros regrouper ensemble des situations similaires et séparer, distinguer des situations différentes, de façon à ce qu'il y ait en gros plus de ressemblance entre différentes personnes appartenant à la même catégorie que entre deux personnes appartenant à des catégories différentes. Et autre chose, il faut que ce critère permette de classer l'ensemble de la société. S'il permet juste de classer une partie et qu'après il y a tout le reste, on ne pourra pas dire que ce critère structure l'espace social. La notion de hiérarchisation n'est pas forcément présente en soi dans celle de structure sociale, même si généralement il y a toujours une forme de hiérarchisation dans la structure sociale. Et d'ailleurs, le programme invite explicitement à évoquer le fait que la structure sociale est hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des inégalités entre les différents groupes sociaux qui organisent la société. Donc, petite définition rapide d'inégalité. Une inégalité fait référence à des situations différentes, plus ou moins avantageuses et valorisées. Je précise ici rapidement qu'on va plutôt se concentrer sur les critères qui sont à l'origine des inégalités, qui vont justement permettre de distinguer différents groupes entre lesquels il existe des inégalités. Donc par exemple, inégalité de genre, inégalité selon le lieu de vie, selon la classe sociale, etc. Plutôt que les ressources qui sont réparties de façon inégalitaire, comme inégalité de patrimoine, inégalité d'espérance de vie, etc. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir présenter différents critères de structuration et de hiérarchisation d'espace social. Et donc pour chacun de ces critères, on va vérifier qu'il remplit les différentes conditions qu'on vient de présenter. Donc il structure l'espace social en distinguant des groupes sociaux différents et ces groupes sociaux sont hiérarchisés. Le premier critère auquel on va s'intéresser, c'est le revenu. Là, ce serait bien qu'il y ait un petit bruit de caisse enregistreuse, mais c'est pas grave. Vous l'imaginez. Le revenu, c'est sûrement le critère le plus évident de structuration de l'espace social, le critère sur lequel est fondée la vision la plus courante de la société qui distingue vaguement trois catégories, les riches, les pauvres et la classe moyenne entre les deux. Alors en réalité, quand on étudie la société à partir de revenus, on va avoir une vision un peu plus fine, un peu plus complexe, plutôt à partir des déciles, mais quand même cette distinction entre pauvres, classe moyenne et riches permet quand même déjà d'avoir une première vision de la société et il convient quand même de la prendre au sérieux. Petite précision, ici on ne s'intéresse pas aux inégalités de revenus pour dire que certaines catégories ont un revenu plus élevé que d'autres, mais plutôt le fait que les riches, peu importe d'où viennent leurs revenus, ont une position qui est plus valorisée que les pauvres et que cela va avoir des conséquences sur leur comportement. On comprend assez facilement que le revenu va déterminer l'accès aux biens de consommation. Plus vous avez un revenu élevé, plus vous pourrez consommer et consommer des biens de meilleure qualité. Cela va donc influencer vos conditions de vie, vous pourrez avoir de meilleures conditions de vie. Et de façon générale, dans une société de consommation capitaliste comme la nôtre, le fait de pouvoir justement consommer plus et consommer des biens de meilleure qualité va être valorisé. Et donc, du coup, la situation des personnes riches va être plus valorisée que la situation des personnes pauvres. Donc là, on a à la fois l'aspect structuration, où il y a des comportements différents, notamment en termes de consommation et de conditions de vie, mais aussi hiérarchisation. Les comportements et la situation des personnes riches est plus valorisée que la situation des personnes pauvres. Autre critère qu'on peut utiliser pour décrire la société, le diplôme. Et on va généralement considérer que le diplôme permet de mieux expliquer les différences de comportement entre les différents groupes sociaux dans la société française que le revenu. Parce que le diplôme ne se contente pas d'ouvrir des possibilités de consommation, mais qu'il va directement influencer et déterminer les comportements, puisque à différents niveaux d'éducation et de diplôme
correspondent différentes socialisations, différentes expériences qui vont influencer les comportements. Et donc on va observer clairement des différences de comportement, par exemple dans le vote, entre les personnes n'ayant pas eu de diplôme et celles qui ont un diplôme du supérieur. Donc là, on a déjà bien l'aspect structuration de la société et on peut ajouter que le diplôme joue un rôle dans l'insertion sur le marché du travail. Avoir un diplôme du supérieur permet d'être mieux protégé contre le chômage, d'avoir accès à des emplois plus stables, mieux rémunérés. Et donc cela est valorisé évidemment par rapport à des personnes qui sont dans une situation précaire et de chômage de longue durée. Et là, on a du coup l'aspect hiérarchisation de la société à travers le diplôme. Je m'interromps vite fait juste pour vous dire rapidement que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de l'indiquer en laissant des thumbs up, voire un commentaire. Voilà, c'est bon, je reprends. Troisième critère, la catégorie socio-professionnelle. Alors, on va commencer déjà par définir ce que c'est qu'une catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire en l'occurrence une catégorie statistique regroupant des personnes ayant des conditions de travail et des conditions de vie similaires. Utiliser les catégories socio-professionnelles pour décrire et étudier la société présente notamment l'avantage d'utiliser un indicateur qui regroupe en fait plusieurs critères, parmi lesquels on peut notamment citer le statut d'activité, donc est-ce que vous faites partie de la population active ou pas, est-ce que vous êtes indépendant, vous travaillez à votre compte ou est-ce que vous êtes salarié, le secteur d'activité, primaire, secondaire, tertiaire, la qualification et la place dans la hiérarchie, ce qu'on vient de voir finalement, le statut de l'employeur, donc est-ce que vous travaillez pour la fonction publique ou est-ce que vous travaillez dans le cadre d'une entreprise privée, et la taille de l'entreprise. Je précise, même si on a déjà dû vous le dire en première, que le revenu n'est pas un critère qui est utilisé directement pour distinguer les différentes catégories socio-professionnelles, même si on peut observer des inégalités de revenus entre les différentes catégories. En soi, on ne va pas utiliser le revenu pour dire que telle personne appartient à telle ou telle autre catégorie. Alors, pour rappel, en France, la typologie des professions et catégories socio-professionnelles, ce qu'on appelle donc la typologie des PCS, distingue au total 8 groupes socio-professionnels, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les 6 groupes d'actifs, puisque les 2 derniers, ce sont des personnes qui ne font pas partie de la population active. Et donc ça, normalement, vous avez dû le voir en première, je le montre juste à titre de rappel. Et voici un petit schéma qui permet rapidement de retrouver les 8 groupes socio-professionnels avec les différents critères qui permettent de les distinguer. Comme je l'ai déjà dit, les catégories socio-professionnelles sont un bon outil pour décrire la structure sociale, notamment parce que c'est un outil qui a été conçu spécifiquement afin de décrire la structure sociale. Donc vous allez tout d'abord avoir des différences de comportement entre les différents groupes socio-professionnels. Et ce qui est bon à noter, c'est que ces différences de comportement ne sont pas uniquement liées aux revenus. Par exemple, les employés qui ont en moyenne des revenus inférieurs aux agriculteurs et agricultrices exploitants vont pourtant aller plus souvent au cinéma et vont aussi consommer plus de fruits et de légumes et moins de viande que les ouvriers et ouvrières. Donc ça, c'est pour l'aspect structuration de l'espace social. Et il y a évidemment aussi un côté de hiérarchisation, ça se voit bien notamment pour les 4 catégories de salariés, où clairement les cadres et professions intellectuelles supérieures, ça a été conçu comme des professions, une catégorie professionnelle qui est à une position sociale plus élevée que les employés et les ouvriers par exemple. Ce qui reflète non seulement dans le niveau de qualification, mais ensuite dans les revenus et aussi dans les conditions de travail et l'espérance de vie. Donc il y a l'aspect hiérarchisation. J'en profite rapidement, parce que ça c'est une parenthèse hors programme, pour préciser qu'aujourd'hui vous avez d'autres outils à côté des catégories socio-professionnelles traditionnelles, classiques, pour justement décrire la société avec à peu près les mêmes critères, mais parfois en percevant mieux quelques subtilités. Parce qu'en gros, les 8 catégories qu'on vient de voir, c'est les mêmes depuis les années 80. Aujourd'hui, l'INSEE a développé ce qu'ils appellent les PCS ménages. Donc là, c'est pour mieux appréhender la catégorie socio-professionnelle de l'ensemble d'un ménage et pas juste d'une personne. Et les classes d'emploi qui organisent les différents critères un peu différemment. Vous avez aussi au niveau européen une autre nomenclature, une autre typologie, ce qu'on appelle les groupes socio-économiques européens. Voici la typologie en question.
vous remarquez qu'il y a des choses qui sont assez similaires à ce qu'on observe dans les professions et catégories socio-professionnelles françaises et des choses qui sont un peu différentes. Ok, pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. Donc là, en gros, avec le revenu, le diplôme et la catégorie socio-professionnelle qui fait une bonne synthèse finalement, vous avez en gros les critères socio-économiques de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Je vais présenter d'autres critères comme le genre, la position dans le cycle de vie, le lieu de vie dans une vidéo suivante. Et pour l'instant, je vais vous souhaiter donc une bonne journée et à la prochaine vidéo.